Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc au webinaire national de présentation de la coopérative des solutions. Donc, nous serons ensemble jusqu'à 15 heures, heure de Paris. Donc, pendant cette heure, nous allons partager des éléments de contexte concernant l'illettrisme et l'agence. Et nous passerons ensuite sur la présentation du projet qui nous rassemble aujourd'hui, la coopérative des solutions, donc projet soutenu par le Fonds social européen. Et nous aurons par ailleurs le privilège d'entendre les témoignages de coopérateurs de la première heure ou nouvellement engagés. Nous terminerons donc par un temps de questions-réponses. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à poser donc toutes vos questions au fur et à mesure dans l'onglet questions-réponses prévu à cet effet. Donc, c'est l'onglet intitulé donc, Q et R, donc en bas de votre écran ou en haut de votre écran, selon l'organisation. Avant de commencer, nous avions envie de vous poser une question, de lancer un petit quiz. Alors, Martin, si tu veux bien nous lancer le quiz. Voici le quiz. Donc, selon vous, l'illettrisme concerne combien de personnes dans l'Hexagone? Alors, première réponse, 9 500 000 personnes, 15 millions de personnes, 800 000 personnes ou bien 2 500 000 personnes. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et comme je vous l'annonce maintenant, donc Hervé Fernandez, donc notre directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, va vous présenter les éléments clés pour comprendre donc, en quelques minutes ce que représente l'illettrisme et ce que propose l'Agence pour prévenir et lutter contre. Et puis, je vais aussi, Hervé, juste donner quand même la réponse. En tout cas, c'est ce qui va aussi introduire ton propos, la réponse au quiz. Et nous avons une majorité de bonnes réponses, puisqu'en effet, il s'agit donc de la dernière réponse, 2 500 000 personnes. Et maintenant, Hervé, je vais effectivement pouvoir te laisser la place pour pouvoir introduire notre webinaire. Merci, Hervé. Merci, Nelly. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes très, très heureux de pouvoir vous présenter la deuxième saison de la coopérative des solutions cet après-midi. Et très fiers aussi de pouvoir compter sur la confiance et le soutien de l'Union européenne, du Fonds social européen, pour déployer cette deuxième saison de la coopérative des solutions. Alors si, comme nous, vous considérez qu'il y a encore trop de personnes confrontées à l'illettrisme dans notre pays, si, comme nous, vous n'acceptez pas cette situation, si vous pensez que ce n'est pas une fatalité, qu'on peut transformer la réalité des personnes confrontées à l'illettrisme, vous êtes au bon endroit. C'est là que ça va se passer cet après-midi. Donc, c'est là qu'on va évoquer ce programme, la coopérative des solutions, qui est au fond un programme assez simple, avec une idée toute simple, qui consiste à soutenir l'amorçage, aider à la mise en place de solutions nouvelles contre l'illettrisme. Donc, cette territoire, elle est maintenant déployée sur 70 territoires. C'est notre ambition pour les 2 années qui viennent. Et comme je l'ai évoqué, ce programme va réunir ceux qui osent coopérer, imaginer de nouvelles façons de travailler pour identifier un problème lié à l'illettrisme et le dépasser, imaginer ensemble une solution à cette difficulté. C'est un programme qui est exigeant, très rigoureux dans la méthode qui est utilisée et dont je dirais, l'innovation, la nouveauté ne va pas tant reposer sur les solutions qui vont se dégager, mais surtout sur la manière de travailler ensemble. On appelle vraiment à une nouvelle façon d'identifier des difficultés liées à l'illettrisme et de les surmonter ensemble. Qu'est-ce qui nous réunit cet après-midi? C'est avant tout la situation des 2 500 000 personnes confrontées à l'illettrisme. Vous savez que c'est un problème qui reste invisible. On n'en parle pas encore suffisamment. Il y a encore beaucoup à faire pour que ce problème trouve toute sa place dans les politiques publiques, dans notre société, qu'on le prenne à bras-le-corps. Et il est invisible parce qu'il concerne des personnes qui ont été scolarisées dans notre pays et qui ont perdu ce capital de connaissances de base essentielles qui font que si on ne le maîtrise pas, on dépend des autres, on n'est pas en capacité de faire face à des situations très simples de la vie quotidienne de manière autonome. L'illettrisme est très loin de l'endroit où on l'attend, puisque la moitié des personnes confrontées à l'illettrisme sont dans l'emploi,
La moitié vivent dans des zones rurales faiblement peuplées. On sait aussi que les 70% des personnes parlaient le français à la maison lorsqu'elles avaient 5 ans, les personnes confrontées à l'illettrisme. Bref, on est très loin des idées reçues sur ce problème et on a encore beaucoup à faire avec les journées nationales d'action contre l'illettrisme, chaque année autour du 8 septembre, bien parler de cette question pour mieux s'y attaquer, pour mieux identifier les difficultés rencontrées par les personnes et bien les accompagner vers des solutions. Ce problème est présent, il est invisible et parce qu'il est invisible et parce qu'on peut agir à tous les âges pour le prévenir, pour proposer des solutions quel que soit son âge, eh bien, les pouvoirs publics, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux, les OPCO aussi, ont fait le choix de se retrouver au sein d'une agence qui fait coalition contre l'illettrisme et de confier à cette agence le soin de mesurer le problème. On travaille en ce moment avec l'INSEE à la réédition de l'enquête nationale sur l'illettrisme. On diffuse chaque année des atlas de l'illettrisme et puis une décision importante a été prise de constituer au sein de la NLCI un observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme pour aider ceux qui vont prendre les décisions à avoir une représentation précise de l'endroit où se trouvent les besoins dans la population pour faire porter les efforts où sont réellement les besoins. La deuxième mission de l'agence consiste à organiser aussi, via les chargés de mission régionaux présents dans toutes les régions maintenant à temps complet, organiser des solutions coordonnées, des décisions qui peuvent être prises au niveau national, au niveau régional aussi, on y reviendra. Et puis la troisième mission de l'agence repose sur la confiance qu'on accorde à ceux qui font, ceux qui sont au contact des personnes, ceux qui peuvent les rencontrer, ceux qui croisent leur route pour mieux les outiller, mieux leur permettre de détecter des situations, des fragilités, les aider aussi à aborder cette question dans la sérénité, sans dramatiser, sans stigmatiser. Mais ça, ceux qui accompagnent les personnes confrontées à l'illettrisme savent le faire, mais on a besoin d'apporter un certain nombre d'outils à tous ceux et celles qui n'osent pas encore aborder cette question avec les personnes concernées parce qu'elles ont peur de gêner les personnes, d'être gênées elles-mêmes. Et donc, on a encore besoin d'outiller, de soutenir ceux qui agissent pour faciliter l'accès aux solutions. Donc, on a autour de notre Assemblée générale et au sein de notre Assemblée générale fixé un certain nombre de priorités à la lutte contre l'illettrisme. La première priorité, c'était de conforter ce rôle de coalition qui est confié à l'agence et de renforcer sa présence en région. Donc, c'est chose faite avec l'arrivée des chargés de mission régionaux de l'agence. On salue. Là, je suis à côté de Géraldine Chambon, qui est notre chargée de mission en Normandie. Je me trouve à Rouen pour vous parler cet après-midi dans un centre de formation pour adultes. Et donc, avec Géraldine, on a vu l'ensemble des décideurs de la région ces 2 jours pour conforter la place de la lutte contre l'illettrisme dans les décisions politiques. Mais quand on parle de politique, ça peut être les services de l'État, les services de la région, les partenaires sociaux et tous ceux qui peuvent gérer des moyens pour amplifier la mobilisation. On a aussi comme priorité d'imaginer autrement les stratégies de prise en charge de l'illettrisme et on a toute une action pour conforter l'évaluation des compétences de base des personnes confrontées à l'illettrisme à travers notamment le service EVA. On le disait, les enquêtes vont se poursuivre avec la mise en place de l'observatoire, 3e priorité. Et puis la 4e priorité qui est toujours aussi importante, celle qui consiste à parler de ce sujet, à dire qu'il existe, donc communiquer davantage, sensibiliser davantage pour améliorer le repérage des personnes. Et puis, la 5e priorité consiste à déployer la lutte contre l'illettrisme dans le monde du travail, parce qu'il y a encore trop de personnes en emploi qui sont confrontées à ces situations. Donc, vous voyez que ces 5 priorités, elles nous permettent de couvrir tous les champs d'intervention dans la lutte contre l'illettrisme, et elles sont à l'œuvre en ce moment à travers la mobilisation de nos chargés de mission régionaux. On a à votre disposition un certain nombre de services qui sont proposés et je me bornerai à une sélection de 3 services. Le premier qui est très simple, qui est une plateforme de sensibilisation en ligne qui s'appelle Illettrisme tous concernés et qui permet en quelques clics de se documenter, d'apprendre ce qu'est l'illettrisme, de comprendre
ce qui se passe pour mieux repérer les difficultés et mieux agir aussi. Donc, c'est l'espace illettrisme tous concernés. Donc, on recommande à tous ceux qui se demandent voilà, ce qu'est l'illettrisme et comment identifier facilement la présence de ce phénomène. On a un autre service aussi qui est très important, qui a concerné depuis sa création 40 000 personnes qui ont bénéficié d'une évaluation de leurs compétences de base, c'est le service EVA. Et puis, donc, un service de valorisation en ligne des compétences de base très déployé auprès des plus jeunes. En 2022, le nombre de passations a été doublé. Et donc, il y a une augmentation très importante de l'utilisation de ce service. On aimerait qu'il soit davantage utilisé et un peu plus systématisé lorsque des personnes sont accompagnées vers l'insertion, vers leur retour à l'emploi, dans leur projet aussi d'apprentissage. Et puis, il y a un troisième service aussi qui est très important, qui est orienté davantage vers le monde du travail, qui nous permet de proposer un diagnostic aux entreprises pour qu'elles connaissent mieux la part de risque qu'elles ont d'être confrontées à l'illettrisme. C'est le service Evagile, donc un service qui est déployé aussi avec les OPCO, via les conseillers, avec les branches professionnelles pour prendre en compte ce problème et mobiliser les moyens de la formation professionnelle. Donc là, vous avez un petit panorama de ces services. Je conclurai ce propos introductif en remerciant chaleureusement les intervenants cet après-midi qui ont accepté de témoigner, les intervenants extérieurs qui ont accepté de témoigner sur ce que la coopérative leur a apporté dans la première étape et sur ce qu'elle apporte dans cette nouvelle étape. Je remercie beaucoup Geneviève Baraban du conseil départemental du Loir-et-Cher, monsieur Jean-Marie Haas de Frémin-Merlebach de nous avoir rejoints cet après-midi. Je remercie aussi toute l'équipe qui a préparé ce webinaire. Merci Nelly, merci à l'équipe projet qui s'est réunie pour préparer ce webinaire. Et je te passe le relais pour la présentation plus en détail de cette coopérative des solutions. Merci Hervé, merci beaucoup. Alors nous allons effectivement poursuivre maintenant avec une courte vidéo que nous avions réalisée donc, pour la première saison des coopératives des solutions. La coopérative des solutions. Inventer autrement, construire ensemble des solutions pour l'accès de tous aux compétences de base. La coopérative des solutions est une aventure collective. L'idée est de construire ensemble, sur 30 territoires, y compris en Outre-mer, des solutions nouvelles contre l'illettrisme avec une méthode qui révèle l'intelligence collective et fédère toutes les volontés. Elle rassemble ceux qui osent coopérer pour que l'illettrisme recule. Elle s'adresse à ceux qui ont envie de changer la réalité et de jouer un rôle utile contre l'illettrisme, chacun avec sa différence. La coopérative des solutions, c'est un tremplin pour construire ensemble des solutions en partant des besoins rencontrés par les personnes qui ne maîtrisent pas les compétences de base et par celles et ceux qui les accompagnent, innover en inventant de nouvelles façons d'agir face à l'illettrisme et évidemment en plaçant la personne au cœur de la démarche. Sur chaque territoire, la coopérative des solutions se déroule en 4 étapes. Identifier. Un problème est rencontré sur un territoire par des personnes confrontées aux conséquences de l'illettrisme. Par exemple, des difficultés pour accéder à une solution de formation, à un service local, etc. Il est collectivement identifié comme une priorité par les acteurs concernés. Un atelier composé de toutes sortes d'acteurs, terrain, institutionnels, bénévoles, est alors mis en place. Il cadre le problème à résoudre en le définissant simplement et concrètement et en considérant qu'il peut être résolu. Prototypé. L'atelier travaille pendant une journée sur le problème, accompagné par des experts des méthodes de co-création. Ensemble, ils vont définir une réponse réaliste, participative et impliquante pour chacun des membres. Chaque membre repart avec un plan d'action visant à construire individuellement un morceau de la future solution. Tester. Le groupe se réunit quelques semaines plus tard pour assembler les productions individuelles et revenir sur les résultats du test de la solution imaginée. Ce protocole de test, en lien direct avec les usagers et personnes concernées, permet de mieux comprendre les points clés, d'identifier les ajustements éventuels. Partager.
Lors de séances de partage avec leurs homologues, les groupes se prêtent à l'exercice du pitch et présentent en un temps très court la solution imaginée. Ces travaux viennent s'intégrer dans les projets du territoire. Ils deviennent source d'inspiration et d'échange de nouvelles pratiques. La coopérative des solutions est un programme initié et porté par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme avec le soutien de l'Union européenne. Vous souhaitez apporter une réponse à l'illettrisme et faire bouger les choses sur votre territoire? Vous êtes convaincu que le collectif est une force? Vous souhaitez profiter d'une méthode de co-construction tournée vers la réussite collective et l'émancipation des personnes? Rendez-vous sur notre site internet www.anlci.gouv.fr ou contactez-nous au 04 37 37 16 80. Alors, effectivement, comme vous avez pu le voir, au travers donc, de la coopérative, notre ambition est bien de mobiliser les acteurs concernés donc, par la lutte contre l'illettrisme, de les mettre en action. Et c'est ce que nous souhaitons, en fait, c'est de travailler différemment ensemble pour l'intérêt général. C'est ce que vous avez fait déjà sur 17 territoires, comme le disait à juste titre Hervé Fernandez, lors de la première saison, donc en 2020. Première saison à l'issue de laquelle une rencontre nationale a permis de découvrir l'ensemble des solutions créées, solutions que vous retrouverez par ailleurs sur notre site Illetristes Coopérons. Et oui, je voulais vous préciser également que cette présentation ainsi que tous les éléments que nous vous partageons aujourd'hui, nous vous les enverrons donc dans un email à l'issue de ce webinaire. Aujourd'hui, nous avons la chance aussi d'accueillir des témoignages donc, de personnes, en l'occurrence de Madame Geneviève Baraban, qui a été acteur pivot pour la coopérative des solutions du Loir-et-Cher en 2020. Et donc, coopérative dont la problématique était comment accueillir et orienter les personnes en situation d'illettrisme pour leur faciliter l'accès aux droits. Donc, on va tout de suite échanger avec Madame Baraban. Donc, Madame Baraban, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bon, nous avons des questions à vous poser, en l'occurrence une première question. Donc, qui a été l'élément déclencheur de votre coopérative? Voilà, alors je vais vous répondre 3 personnes. Donc, ce n'est pas qui, c'est combien et qui, effectivement. Donc, en fait, je vais vous en expliquer le cheminement de notre engagement. Comme ça, vous comprendrez qui sont les 3 personnes clés. En fait, il s'agit de Jean-Christophe Ralema, je le nomme, qui est notre délégué régional de l'Agence nationale et qui m'a contacté, imaginez en 2020, en plein Covid, pour nous proposer la coopérative des solutions. Alors, voilà, pour me parler de l'opportunité d'être accompagnée dans le cadre de cette coopérative. J'étais, ma foi, un peu perplexe et en même temps, je me suis dit, bon, la NLCI ne peut pas proposer un tel accompagnement sans être sûre de ses résultats. Donc, si la perspective de trouver des solutions fait rêver, le format d'une coopérative m'a semblé en plus très dynamisant. Le travail en partenariat, nous le connaissions puisque nous avions enclenché déjà des actions, mais une coopérative de solutions, une aventure nouvelle et à tenter, et en plus sans risque, juste un peu de temps à passer puisqu'aucun engagement financier de notre part. Donc, c'est plutôt convaincant. Une fois convaincue de l'intérêt, il me fallait en parler autour de moi, à mes partenaires incontournables. Et là, surprise, peu d'enthousiasme et plutôt même une crainte. J'ai alors cherché qui, parmi les techniciens des services du département, aurait l'intérêt et l'audace de se lancer dans l'aventure à mes côtés et avec la légitimité de par ses missions d'embarquer avec moi les plus dubitatifs et les incrédules. Et j'ai trouvé comme une évidence la responsable de la démarche qualité-accueil Qualidep du département de Loir-et-Cher, qui jongle comme une fée avec les innovations et dont l'enthousiasme est communicatif et particulièrement fédérateur. Sa réponse a été, bien sûr, qu'il ne faut pas laisser passer une telle chance. Donc, c'était gagné. Voilà mes 3 personnes. Le thème lui a plu, une question non explorée concrètement. Ça, c'était important. J'en reparlerai sans doute plus tard. Jusqu'alors, un sacré défi à relever, mais l'intérêt de réunir des forces, des témoins, des décideurs, des spécialistes, des associatifs. La coopération devrait fonctionner. Voilà, donc 3 personnes.
Jean-Christophe Ralema, notre délégué régional, moi-même comme pivot, vous l'avez dit, et cette personne qui a été chargée de la démarche qualité accueil dans le département et qui avait jusque-là beaucoup travaillé sur l'accueil des personnes en situation de handicap. Alors, parmi les solutions qui avaient été trouvées, il y en a qui peuvent effectivement, notamment tout ce qui est oralité, qui pouvait convenir à la question des personnes en difficulté de lecture notamment, mais voilà, c'était vraiment enclencher une nouvelle dynamique et ensuite, il a été très simple d'embarquer tout le monde. Je comprends bien, merci. Et alors, selon vous, quels ont été les facteurs clés de réussite de votre coopérative? Alors, déjà, le fait que ce soit une nouveauté, qu'on ne choisisse pas un sujet sur lequel on travaille déjà, ça, c'était important. Jean-Christophe Ralema avait beaucoup insisté. Je trouve que c'est vraiment, vraiment très bien. Parce que du coup, tout le monde, c'est sur le même pied d'égalité pour avancer. Et ça m'a semblé être un point très intéressant. Un sujet, vous voulez dire, pour lequel vous n'aviez pas encore de solution, si je comprends bien. On n'avait pas de solution et on ne s'y était pas attaqué de front. C'était un gros sujet d'accueillir les personnes pour qu'elles puissent accéder aux droits quand on sait à quel point certaines ont peur ou sont récalcitrantes. C'était complexe. Et ce que je dirais, c'est que c'est un mot que j'aime beaucoup, c'est la confiance qui a été le fil conducteur de notre réussite. Voilà. Et l'accompagnement de la part de la NLCI à travers le cabinet Euroconsulting à l'époque a permis de favoriser cette confiance sans aucun doute. Donc, il a fallu constituer un groupe. Et la constitution d'un groupe a été bien pensée. Et ça, c'est très important. Réunissant des personnes qui avaient toute envie de témoigner, soit parce qu'elles connaissaient ces difficultés-là, soit parce qu'elles étaient dans des processus d'accompagnement ou de traitement, et l'envie de faire durablement évoluer la situation pour permettre aux personnes empêchées d'accéder à leurs droits, à l'information, pour gagner en autonomie. Enfin bref, tout cela nous réunissait. Et nous avons coopté individuellement chaque participant en lui expliquant pourquoi on l'avait choisi. Et ça me semble extrêmement important. Et on l'a invité à participer à construire cette solution dans ces conditions. On n'a eu aucun refus, et notamment chez les témoins, des personnes concernées de près par la question de l'illettrisme, par le déficit de savoir de base. Voilà. Et oui, c'est ce que j'allais dire, parce que ce qui est important de souligner, vous avez su aller chercher aussi les personnes concernées par ces difficultés-là pour pouvoir travailler avec elles et répondre à cette problématique que nous avons énoncée un peu plus tôt. Voilà, alors quand je disais c'est important de bien coopter les personnes, de bien les choisir, il nous fallait à la fois une diversité de témoins, des personnes qui sont, voilà, on avait à peu près la moitié du groupe sur 14 qui étaient des témoins pour avoir vécu des situations d'illettrisme ou les vivants encore. Et justement, on avait tout ce panel de diversité et pour moi, ça a été vraiment très important. Alors, il ne m'était pas difficile de leur donner confiance parce que, bon, moi, j'étais une élue, je ne suis plus élue, mais une élue de terrain bien connue, donc j'avais participé à des expériences nombreuses. Et ces gens-là, je les connaissais particulièrement, mais ce n'étaient pas forcément des orateurs. J'ai vraiment choisi des gens qui étaient des gens, des vrais témoins. Et pas ceux qu'on utilise d'une réunion à l'autre parce qu'ils parlent bien ou qu'ils n'ont pas peur. Non, on en avait qui avaient très peur. Et ça a été intéressant de voir à quel point la méthode de la coopérative a permis de vraiment libérer la parole de chacun. Ça a été vraiment très intéressant. Donc, la composition du groupe, l'esprit du groupe, accompagné dans une liberté d'expression, la parole de chacun a la même importance, que l'on soit professionnel pointu sur la question de l'illettrisme ou qu'on soit en situation d'illettrisme, chacun pouvait s'exprimer avec la même écoute de la part des autres. Et ça, c'était vraiment très important. Et du coup, le témoin qui au départ était plus sur la réserve ressent rapidement son utilité. Et ça, pour moi, c'était vraiment crucial.
sa place est reconnue au même titre que celle de chaque membre dans la bienveillance et dans l'écoute. Et ça, c'est vraiment la coopérative, la façon dont on est accompagné, stimulé, etc., permet vraiment cela. J'en suis vraiment la preuve vivante. Et alors, pour en arriver là, il faut quand même à la fois la confiance et un acteur pivot solide avec une volonté politique, si possible. Hein, une politique, ça peut être la politique d'une association, la politique... Tout à fait. Qu'importe, en tous les cas, une vraie volonté de voir avancer de faire avancer les choses et d'agréger des personnes autour de soi qui ont envie aussi et à qui on va donner de plus en plus envie. Voilà. Alors, dans les gens qu'on souhaitait, la solution que l'on souhaitait trouver, donc s'adresser au public qu'on appelle facilement les invisibles. Mais en fait, les invisibles, ils ne sont pas pour tout le monde. Les invisibles, ils vivent, ils mangent, ils vont à la pharmacie, ils vont chez le médecin, ils sont connus. Donc, c'était aussi laisser à la porte les idées préconçues, les a priori, et analyser ensemble les problèmes à résoudre à partir de l'expression du vécu de chacun confronté aux problèmes. Et donc, c'est vrai, en quelques mots, du coup, parce que là, vous nous donnez envie, quelle était votre solution que vous avez imaginée avec ce groupe? Alors, voilà. Alors, le terme est d'ailleurs, le nom de la solution est assez provoque, mais il est amusant. Il faut le voir comme un clin d'œil, un brin d'humour. On a choisi collectivement de l'appeler court-circuit. Voilà. Court-circuit parce que par rapport aux gens qui sont englués justement dans ne sachant à quelle porte s'adresser, ne sachant comment activer le numérique, etc. Hein, pensons toujours en toile de fond que c'est l'accès aux droits sociaux, l'accès à l'information, l'accès à l'autonomie qui est en jeu et qui est crucial. Hein. Notre société aujourd'hui souffre énormément de cela et derrière l'illettrisme, c'est tout ça. Hein. Donc, l'idée, c'était bien d'éclairer leur parcours. C'était bien de trouver un moyen rassurant pour eux. Donc, je vous le disais, les invisibles ne le sont pas pour tout le monde. Et donc, dans notre groupe de travail, on avait bien constaté que dans les personnes médiateurs, relais sur les quartiers, mais aussi des personnes, des habitants lambda, certains autres se confiaient à eux. Confier leurs problèmes et eux, tant bien que mal, essayer de donner des petits tuyaux, des petites astuces, des solutions. Mais c'était loin d'être suffisant et bien des fois même la solution déraillait avant qu'elle ne soit enclenchée. Donc, il s'agissait bien d'organiser tout ça et de se servir de cette richesse de proximité, de confiance avec leurs interlocuteurs de proximité, essayer de... Voilà, pour arriver à travailler sur un accueil selon un réseautage. Alors, je vais l'exprimer. Donc, court-circuit, je l'ai dit, facilitateur de confiance pour permettre à la personne qui est perdue dans les dédales de l'administration et dans les codes de la société d'être accueillie, reconnue, accompagnée vers ses droits et vers plus d'autonomie. Ça, c'est vraiment le fond. Donc, il ne s'agissait pas de chercher à débusquer coûte que coûte les habitants invisibles ou détacher des services sociaux, mais de les accueillir grâce à des personnes dans leur proximité à qui ils ont confiance. Donc, dans le groupe, nous avions agrégé des personnes qui, justement, très sensibles à la question de l'illettrisme, ayant été eux-mêmes touchés dans leur parcours de vie, étaient devenues personnes relais. Donc, il a été intéressant de travailler avec elles justement sur comment l'habitant en difficulté, des personnes relais, aussi diverses que possible, sur un territoire où l'on va expérimenter la solution, un territoire donné pour ne pas s'éparpiller, et donc sous forme de 2 réseaux numériques reliant des personnes de confiance dans la proximité. Alors, je pourrais rentrer dans les détails plus tard si vous voulez, mais imaginez 2 réseaux numériques chartés avec chaque participant, qu'on appelle des court-circuiteurs. Donc, un réseau
qu'on va appeler de confiance, qui est celui de la proximité, dans lequel on retrouvait l'élu que je suis de proximité. Bien sûr. Mais aussi une médiatrice d'une maison France Service et puis des personnes habitant relais du quartier. Voilà. Et donc, une autre boucle dans laquelle on retrouve toutes les grandes portes institutionnelles des organismes professionnels avec un référent par organisme. Là aussi, avec une charte et une convention, de façon à garantir l'anonymat des personnes qui se confient dans le réseau de confiance. Et voilà. Et pour ces deux réseaux-là, une animatrice pour le tout, qui est une conseillère numérique du CRIA 41 de notre département, avec qui on travaille activement. Et cette animatrice donc, est là pour aider et pour veiller et pour engranger aussi les solutions qui ont été trouvées. Alors, je pourrais donner un exemple plus tard parce que ça paraît, c'est quelque chose d'assez visuel. Oui, tout à fait. Voilà. Mais si j'ai bien compris, vous avez donc créé deux groupes de personnes. D'un côté, des personnes de confiance qui sont en contact avec les personnes en situation d'illettrisme, qui vont pouvoir porter le problème de la personne au sein du groupe de discussion et s'en référer au groupe de professionnels s'ils ne trouvent pas de solution dans le premier groupe de discussion. Alors c'est tout à fait ça. Voilà. D'accord, bon, voilà, j'ai bien appris mes leçons. Mais en tout cas, c'est vrai que je vous remercie, Madame Baraban. Ça paraît, en fait, c'est une solution qui est proche du terrain, proche des besoins, en tout cas. Et je vous remercie pour ce partage et cet échange très éclairant. Si, comme je vous l'avais dit avant ce webinaire, ça va peut-être susciter de l'intérêt. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet, nous resterons évidemment, nous pourrons nous tenir disponibles plus tard pour en échanger davantage sur cette solution. Donc, par ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les solutions sont disponibles sur le site Illettrisme Coopérant. Voilà, et puis si vous le souhaitez, je pourrais illustrer d'un exemple très simple. Merci beaucoup, merci en tout cas. Projetons-nous désormais dans la nouvelle saison des coopératives. Comme l'a dit notre directeur Hervé Fernandez, aujourd'hui nous avons une équipe de 18 chargés de mission en région et donc c'est ce qui nous permet d'être plus ambitieux et de vouloir atteindre les 70 coopératives d'ici 2024 donc d'ici 2024 pardon. Mais alors vous allez me dire, bon, une coopérative concrètement, comment ça se passe, comment ça démarre? Alors au départ, il y a une question, il y a un besoin, il y a un constat. On regarde donc s'il existe des réponses à ces besoins en réalisant donc un diagnostic. Et sur ce point, j'insiste puisque c'est ce qui va permettre, donc avec l'appui des chargés de mission, de repérer les actions en cours de lutte contre l'illettrisme ou même de prévention, mais également d'identifier en fait les angles morts de ces actions, c'est-à-dire ce qui n'a pas fonctionné ou qui peine à être mis en œuvre. Comme l'a dit Madame Baraban, là on était sur un sujet qu'on n'avait pas encore traité ou du moins qu'on n'a pas su traiter. Comment aller plus loin ou faire différemment, en tout cas comment réfléchir différemment, c'est tout l'enjeu d'une coopérative. Par ailleurs, ce diagnostic permet également de mettre en exergue, pourquoi pas, les opportunités qui pourraient servir le déploiement d'une coopérative. Je pense notamment à l'appel à projet d'un ministère, Défi Carte Blanche, qui a permis de soutenir une coopérative en 2020, donc, qui était du côté de Calais. Donc, en somme, on s'assure que les conditions soient réunies pour que la coopérative fonctionne, c'est-à-dire des besoins non satisfaits qui nécessitent une réflexion poussée. Des acteurs, évidemment, de terrain motivés et disponibles, et notamment, comme l'a dit Madame Baraban, l'acteur pivot. Cet acteur pivot, j'ai envie de dire que ce sera assez intuitif. Le chargé de mission va le repérer, ou potentiellement, c'est un acteur qui va de lui-même se manifester pour dire, bon, moi, j'ai un besoin auquel je ne parviens pas à répondre. J'aimerais lancer une coopérative. Et donc, cet acteur pivot, il va avoir un rôle de pilote. Il est le relais local. Donc, avec le chargé, toujours aux côtés du chargé de mission régional, c'est lui qui va piloter la coopérative sur le territoire, qui, en plus, grâce à son réseau, va identifier et permettre la participation des acteurs et des bénéficiaires aux différents ateliers.
il animera le groupe entre chaque atelier. Est-ce qu'il faut garder une dynamique sur toute cette durée de projet qui peut durer de 2 à 4 ou 5 mois. C'est condensé, mais il faut garder cette dynamique et la faire perdurer. Donc, pour notamment aussi garantir la mise en œuvre du prototype de la solution. L'acteur pivot s'assurera, donc en collaboration avec le groupe évidemment, d'ancrer la solution, puisque une fois qu'on a une solution, il est important de bien penser à l'après-projet et notamment, par exemple, imaginer un modèle économique qui nous permette de développer la solution à plus grande échelle. On compte également sur cet acteur pivot pour témoigner de son expérience, notamment lors d'une journée nationale d'action contre l'illettrisme, donc qui ont lieu chaque année début septembre. Donc, on propose pour chaque coopérative, donc pour chaque acteur pivot, de s'engager en signant avec la NLCI une convention. Alors, la troisième étape, donc on a fait un diagnostic, on a identifié notre acteur pivot. Bon, maintenant, il faut se lancer, on installe la coopérative. Donc après avoir formalisé le diagnostic et le sujet à traiter, identifier les acteurs, on peut vraiment commencer les ateliers, donc, dont l'animation sera assurée par un facilitateur externe dont l'intervention est prise en charge par la NLCI. Donc le premier atelier de cadrage sur une demi-journée, appelé aussi phase d'empathie. Alors, j'insiste sur ce terme, c'est vraiment tout l'intérêt de cette méthode. Cet atelier va permettre de mieux comprendre le parcours de l'usager. Comment pense-t-il? Qu'entend-il? Comment agit-il? Que ressent-il? C'est ici que sont identifiés ses besoins ainsi que leurs origines. C'est ensuite qu'il est possible donc de définir vraiment de manière très claire la problématique la plus juste. Ce qu'on dit, un problème bien posé est à demi résolu. Une semaine après le cadrage, le deuxième atelier, le prototypage, donc, se déroulera sur une journée. Ici, vous serez dans la co-création, le but étant de générer des idées, puis d'en retenir une, celle répondant au mieux à la problématique. Puis à l'issue de ces journées, vous aurez construit un plan d'action permettant la réalisation, enfin, l'ajustement du prototype de votre idée sur les semaines à venir, et puis commencer à tester. Puisque 6 à 8 semaines plus tard, vous vous retrouverez donc avec l'ensemble des coopérateurs pour tester ou regarder un peu les résultats des tests, ajuster en tout cas la solution. Et vous travaillerez donc également sur sa présentation, son pitch, comme on dit, pour être en capacité de le partager, notamment, comme je vous l'ai dit en amont, le partager lors d'une journée nationale d'action contre l'illettrisme ou même par ailleurs dans vos structures, voilà, pour en parler, tout simplement. Et donc, parce que présenter cette solution, donc c'est aussi un premier pas vers l'ancrage de la solution elle-même sur le territoire auprès des structures, des coopérateurs notamment. Donc, quand on parle d'ancrage, c'est vraiment s'assurer de l'intégrer au quotidien de chaque utilisateur. Donc, on a passé nos 3 ateliers. La dernière étape est une étape cruciale, donc l'étape de l'ancrage. Donc, ça va vraiment être important d'anticiper cette étape-là, d'imaginer comment on va se servir de la solution, sachant qu'on s'est dit qu'elle répondait au test, ça marchait, donc on y croit. Et maintenant, comment on fait de cette solution potentiellement un outil ou en tout cas un réflexe, un automatisme dans nos habitudes de travail au quotidien. Parce que c'est ce qui permet aussi derrière d'assurer sa pérennité, mais également de la faire vivre, puisque potentiellement, on va avoir besoin de la faire évoluer, enfin, vous, puisque c'est devenu votre solution, et là, ce sera entre vos mains, et uniquement entre vos mains, on vous laissera libre donc, de faire vivre votre solution en fonction donc, des besoins des utilisateurs de la solution, et puis des usagers finaux. Et puis donc, comme je vous le disais, on vous proposera donc évidemment de la présenter, de l'essaimer pendant les journées nationales qui arrivent donc en septembre prochain lors de la notamment 10e édition. Et donc maintenant, je vais inviter donc une personne, donc Monsieur Jean-Marie Yass, donc pour un témoignage. Monsieur Jean-Marie Yass, donc qui est adjoint au maire de la commune de Frémin-Merlebach, donc en charge des affaires sociales et de la politique de la ville, et puis aussi directeur adjoint de la mission locale, qui est coopérateur de cette nouvelle saison des coopératives. Monsieur Yass, bonjour. Petit correctif, je ne suis pas directeur adjoint de la mission locale, mais toutes mes excuses. Voilà. Vous souhaitez donc que je présente Et oui,
aussi une question concernant votre projet et notamment votre engagement. Qu'est-ce qui vous a conduit donc à vous lancer dans une coopérative des solutions donc sur la commune de Frémin-Merlebac? Est-ce que vous pouvez nous dire finalement quels sont aujourd'hui les bénéfices de la coopérative, sachant qu'on en est au début, alors au début pas tant que ça, puisqu'on a déjà eu l'atelier de cadrage et l'atelier de prototypage. Ok, très bien. Merci, oui, de me donner la parole. Merci à vous. Je me prédestiné au départ à m'occuper plus particulièrement d'illettrisme dans le cadre de ma délégation Affaires sociales et politiques de la ville. Mais il se trouve que dans le cadre d'une journée nationale de lutte contre l'illettrisme qui a été organisée par le local et un partenaire sur la ville de Frédéric, s'est fait jour cette problématique et l'ampleur qu'elle peut représenter sur le territoire, même si ce jour-là, les différentes interventions qui ont eu lieu n'ont pas pu permettre de mesurer dans le détail toute l'ampleur de la problématique sur le territoire et plus particulièrement sur la ville de Frédéric. Mais toujours est-il que à partir des différents témoignages et notamment des indicateurs que nous a fournis le délégué régional, M. Fleury, de l'état de l'illettrisme sur le territoire, il m'a paru important d'engager une réflexion collective qui s'inscrit tout à fait dans l'esprit décrit et par Madame Baravant et par Hervé Fernandez tout à l'heure, qui s'inscrit tout à fait dans l'esprit de ce travail collectif qu'il faut engager pour la mise en synergie, notamment de toutes les énergies qui sont à un moment donné tôt ou prou confrontées à la problématique liée à l'illettrisme. C'est ainsi que j'ai réuni, puisque sur la coopérative des solutions sur Frédéric, je suis l'acteur pivot, j'ai donc réuni un certain nombre de partenaires. Alors, ce n'est pas exhaustif comme groupe, mais c'est déjà assez conséquent. Et l'éducation nationale, notamment dans cette dimension parents d'élèves et dans cette dimension, mais pas que, réseau d'éducation prioritaire, hein, ce genre de problématique est peut-être plus prégnant qu'ailleurs. Pôle emploi, parce que pour la simple raison qu'il y a une réalité sur le territoire, à savoir que plus de 800 demandeurs d'emploi sont confrontés à des problèmes liés à l'illettrisme. Ça entraîne comme difficulté ensuite d'accès à l'emploi. La mission locale, bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, le service social du département de la Moselle, dans son aspect territorial sur le secteur de Frédéric-Merlebac, un opérateur qui est chargé de l'animation des centres sociaux sur Frédéric-Merlebac, à savoir la SBH, Action sociale du bassin houiller, le service de prévention spécialisé, le CCAS de la ville, bien entendu, dont je suis par ailleurs également le vice-président, la médiathèque, qui est également peu ou prou confrontée à cette problématique, une association d'accès aux droits des femmes et des familles, qui elle aussi, à un moment ou un autre de ses interventions, est confrontée à la problématique. Les CMSEA, c'est le Centre mosellan de sauvegarde de l'enfance des adolescents et des adultes, et une association qui s'occupe plus particulièrement de l'illettrisme, Savoir pour réussir, et bien entendu à des services de la ville de Frédéric-Merlebac. Donc, toutes ces personnes ont fait savoir, ont fait connaître au moment de notre rencontre de la difficulté lorsqu'ils sont confrontés à des personnes
qui ont des problèmes liés à l'illettrisme et aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, à l'électronisme, de les prendre en charge sans les stigmatiser, hein, puisque il y a ce problème-là, et concomitamment à cette prise en charge, d'enclencher une volonté pour ces personnes de procéder à une certaine forme de remédiation qui de leur permettre ensuite d'évoluer dans les tâches de la vie quotidienne. Voilà. Et je crois que, alors ça c'est déjà un premier point sur lequel on a réfléchi, on pense avoir trouvé une manière d'aborder la problématique pour ces différentes structures. Et surtout, ce qui nous importait, c'est qu'une fois ce repère achevé, une fois déclenché cette volonté d'amélioration chez la personne, de l'amener vers une structure à même de l'accueillir, de l'informer plus avant, de l'orienter ensuite vers une structure de remédiation. On en est là dans notre projet de des solutions. Voilà. Et il nous reste la dernière phase, à savoir l'expérimentation, et puis bien entendu ensuite la manière, la communication sur le dispositif. D'accord. Voilà. Merci, M. Aspas. Donc, si j'ai bien compris, il y avait vraiment une nécessité donc, de réunir ces acteurs qui avaient le même constat que vous. Donc, c'est la difficulté des personnes donc, en situation d'illettrisme à s'insérer dans un parcours qui aujourd'hui est en cours, on va dire, de création et donc mettre en marche donc, les expertises de chacun de ces acteurs pour pouvoir accompagner ces personnes-là. En tout cas, je vous remercie pour votre témoignage qui donne vie à cette nouvelle saison des coopératives et merci d'ailleurs d'avoir accepté d'être avec vos coopérateurs, les premiers à vous lancer. Et nous arrivons donc maintenant à la dernière partie de la présentation des coopératives saison 2. Je souhaitais notamment vous partager les informations des coopératives en cours, comme donc celle de Frémin-Merlebach, comme vous venez d'entendre. Et puis aussi, nous avons une coopérative qui a été lancée au CHU d'Am, dans la Somme, où un groupe de coopérateurs s'est formé pour développer une offre d'accompagnement aux personnes en situation d'illettrisme dans un tiers-lieu situé dans l'EHPAD du CHU. Donc ici, l'objectif est multiple, puisqu'au-delà de la réponse aux besoins des personnes en situation d'illettrisme, il s'agit vraiment de développer le lien social au sein de l'EHPAD et de d'ancrer l'EHPAD sur son territoire. Donc ça, c'était un exemple que je tenais à vous partager pour vous montrer à quel point on peut aller vers des partenaires multiples, variés, puisque ce sujet de difficulté avec les compétences de base, finalement, on le retrouve partout. Et donc, la coopérative, c'est aussi fait pour ça, c'est aller chercher des partenaires avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude d'échanger, de travailler. Et pour cette nouvelle édition, je voulais aussi vous partager ce qu'on y réfléchit avec nos collègues chargés de mission en région. Il y a de nouveaux sujets de réflexion qui vont être traités par les coopératives. Donc, par exemple, on se pose des questions concernant l'illettrisme, comment on intègre l'illettrisme dans une politique de responsabilité sociétale des entreprises, comment en faire un axe de développement, par exemple. Voilà. Et autre question aussi que l'on s'est posée récemment avec des collègues, c'est quel parcours d'accompagnement aux soins proposé pour une personne qui est en difficulté avec les compétences de base. J'entends par exemple chercher un médecin, lire une ordonnance. C'est toutes ces questions-là voilà, qu'on se pose, comment finalement faciliter le quotidien des personnes en situation d'illettrisme. Alors, que faire si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez déjà prendre contact avec le ou la chargée de mission donc, de votre région, nous suivre également sur les réseaux pour avoir les dernières actualités du projet et vous pouvez également consulter notre site internet, le site de l'agence, pour avoir donc, toutes les informations concernant aussi bien les services et les dernières informations sur les projets. Donc, sachez enfin qu'à l'issue de ce webinaire, donc, je vous l'ai dit peut-être un peu plus haut, je vous enverrai un email avec les éléments partagés ainsi qu'un lien vers un replay
Donc, je sais que ça peut toujours intéresser si on a manqué une info, si je suis allée trop vite, c'est fort probable. Donc, vous aurez tous ces éléments-là. Donc, je vous les envoie donc, au plus tôt. Et je vous propose maintenant donc, de prendre quelques minutes pour éventuellement répondre à vos questions, si toutefois vous avez des questions. On va commencer, Nelly, si tu veux bien, par des questions qui ont été posées dans le module de questions-réponses. L'une d'entre elles s'adressait un peu plus directement à Geneviève Baraban pour savoir si la charte et la convention à laquelle elle faisait référence étaient accessibles, pour commencer. Oui, alors, effectivement, elle peut être rendue accessible. Hein. Elle a été construite avec le CRIA 41. Je ne l'ai pas là sous les yeux, mais on pourra tout à fait la joindre, si vous le souhaitez, à votre compte-rendu. Hein, voilà, ça pose aucun souci. Alors, il y a plus qu'une charte, hein, parce que j'ai lu la question, il s'agissait de la charte entre les deux. Boucle entre les deux réseaux. En fait, il y a une charte qui concerne le réseau de confiance, les gens de proximité, les élus, etc., tous ceux qui recueillent la parole de la personne en difficulté. Là, c'est une charte de confidence où, à l'intérieur des messages réseautés, il est interdit de citer les noms. Et par contre, la personne qui est porteur la personne de confiance qui est porteur de la question, ce sera elle qui redonnera réponse si la réponse est trouvée dans ce réseau de confiance. C'est elle qui sera chargée de rendre la réponse à la personne concernée. Et de façon à ne pas rompre ce lien de proximité, de confiance, d'apprivoisement parfois, et de le faire progresser, cette confiance. Voilà. Et l'animatrice du CRIA, donc, veille à tout cela. Et si effectivement la réponse n'est pas trouvée dans ce réseau de confiance, l'animatrice du CRIA va poser la question dans le réseau des professionnels. Et là, les professionnels, ils ont été choisis comme étant des incontournables. Hein. On y retrouve, chez nous, ça s'appelle Vivre Autonome 41, qui concerne les personnes handicapées âgées, le BIGE, la mission locale, etc., la CPAM, voilà. Et en fait, la charte, elle n'est pas envoyée froidement comme ça. Chaque organisme a été approché ou est approché, puisqu'il y a des changements de personnes, il faut toujours revenir sur cette question, avec une petite formation à ce qui est court-circuit. Et je pourrais vous envoyer aussi, donc, justement, tout en quelques slides très simples, comment est amorcée la question avec les organismes pour les convaincre de participer. Hein, en prêtant le nom d'un référent ou d'une référente pour faciliter les choses. Alors, il n'est pas question, ça s'appelle court-circuit, mais il n'est pas question de squeezer et d'aller plus vite en passant par ce circuit-là que si on va voir son travailleur social. Hein. Mais par contre, on est assuré que le lien sera permanent. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Madame Baraban. Ensuite, je propose peut-être à Eric Nedelec. On avait des questions un peu précises sur les expériences de la saison 1 de la coopérative et la reconnaissance des compétences à partir du dispositif VAE. Eric, si tu veux apporter un éclairage. Oui, donc cette question sur la VAE, je l'avais déjà d'ailleurs notée parce que je trouve qu'elle est très intéressante et elle va me permettre d'insister sur un point qui est celui de la pertinence des questions qui sont posées à l'occasion de cette coopérative des solutions. Donc, sur la première saison, on n'a pas abordé le sujet de la VAE, de la validation des acquis d'expérience. On n'avait que 17 territoires qui étaient concernés. Donc, là, je formule avec vraiment l'hypothèse et l'envie qu'on puisse avoir un de nos 70 territoires qui abordera cette question de la validation des acquis de l'expérience, mais en insistant sur un point, c'est qu'il s'agit de bien vérifier que la question qui se pose autour de ce dispositif qui est celui de la VAE est bien une question que se pose au bout de la chaîne, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, les personnes concernées par les situations d'illettrisme. Parce qu'il peut y avoir des questions que nous posons, nous, acteurs, opérateurs, et puis il y a aussi
la réalité des questions qui sont celles que se posent les personnes concernées. Et il peut y avoir parfois un écart entre ce que nous estimons, nous, comme étant important, urgent pour améliorer nos façons de travailler et d'aborder le sujet. Et puis, il y a parfois un écart entre la réalité des questions que se posent les personnes concernées. Donc, je fais l'hypothèse que lorsque vous parlez de VAE, vu que 2 personnes ont évoqué ce point-là, il s'agit peut-être, et ça serait très judicieux, de s'interroger sur la question de l'accessibilité à la VAE pour des personnes en situation d'illettrisme qui ont justement développé des expériences sur le champ professionnel et qui peuvent avoir, pour un certain nombre de raisons, des difficultés à les faire valider dans le cadre de ce dispositif-là. Et donc, il serait extrêmement intéressant qu'on puisse avoir sur un territoire des acteurs concernés par ce sujet-là, et notamment les personnes elles-mêmes qui puissent réfléchir sur comment améliorer l'accessibilité à ce dispositif. Merci Eric. Nelly, je ne sais pas si tu as vu, on a une demande de précision pour savoir qui est à l'initiative de la coopérative, la NLCI ou un acteur local. Alors, je te laisse préciser dans la nuance. Alors, les deux, ou l'un ou l'autre. En fait, surtout l'acteur local, qui est avant tout l'expert de sa pratique sur son territoire. Donc, à partir du moment où vous avez un besoin, vous pouvez donc solliciter, auquel vous ne parvenez pas à répondre, vous pouvez solliciter le chargé de mission en région pour voir comment vous pouvez éventuellement constituer un groupe de coopérateurs et réfléchir à une solution à votre besoin. Écoutez, merci à toutes et à tous. Bon, s'il y a des questions qui arrivent ensuite. Il y a une demande avec des exemples de coopération avec des bibliothèques dans ce cadre. Alors, évidemment, même si ce qui s'est passé avant n'est pas forcément ce qui se passera demain, mais sur la saison 1 de la coopérative des solutions, parmi les territoires qui se sont fortement impliqués, on avait la médiathèque départementale de Vesoul et sur d'autres territoires. Donc la médiathèque départementale de Vesoul était vraiment l'acteur pivot, parce que c'était sur un territoire comme celui-ci, l'acteur qui constatait qu'il était à la fois un lieu, qu'il était à la fois un espace de ressources et qu'il était surtout un outil fédérateur sur un territoire comme celui-ci. Et c'est vrai que moi, j'insiste, nous insistons beaucoup à l'agence sur le rôle essentiel que peuvent jouer, que doivent jouer tous les lieux de lecture publique. C'est plus de 17 000 points aujourd'hui en France. Un certain nombre d'entre eux sont en plus labellisés sur le facile à lire, et ce sont des lieux et qui, comme le disait Nelly tout à l'heure, il faut pouvoir aussi, lorsqu'on parle de lutter contre l'illettrisme, sortir de nos zones de confort respectives et ne pas hésiter à aller chercher ce qu'on a l'habitude d'appeler les acteurs en coulisses, ceux auxquels on ne pense pas forcément a priori lorsqu'il s'agit de co-construire une solution. Et c'est vrai que ces lieux de proximité que sont les médiathèques seront de toute façon forcément très impliqués sur les 70 territoires. On a d'autres questions sur quid de la politique Oui. et reste des entreprises, une autre sur l'implication éventuelle des collèges et lycées. Voilà, enfin, on pourra pas. On va boucler avec ces deux dernières questions. Donc, concernant la politique et reste des entreprises, comme je vous le disais, c'est un sujet qui reste entier et qui peut faire l'objet d'une coopérative. En réalité, c'est ce qu'on souhaiterait porter. Maintenant, reste à trouver le groupe et à constituer le groupe de coopérateurs qui sera prêt à travailler là-dessus. Voilà pour répondre à la question, mais sans avoir de solution déjà toute prête, puisque c'est tout l'objet de la coopérative. Et concernant, tu me disais, Il y avait une question sur le partenariat aussi avec les écoles, etc. Et je vois plusieurs questions sur le champ de l'entreprise. Alors, on pourra y apporter réponse aussi. Et puis, peut-être simplement une petite insiste pour vous inviter à noter la date du 13 juin pour ceux qui le peuvent, puisque nous allons proposer une journée nationale sur la question de la lutte contre l'illettrisme en entreprise, dans le monde du travail, avec des présentations d'expérimentation, boîte à outils sur laquelle un groupe est en train de travailler en lien avec les entreprises, les OPCO. Donc, voilà, je vous invite vraiment à vous abonner à la lettre d'information de la NLCI pour suivre ces rendez-vous également.
Voilà. Écoutez, il est déjà 15h03. Je ne peux pas vous retenir davantage. Nous restons disponibles si vous avez des questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre ou auxquelles voilà, des nouvelles questions. N'hésitez pas à nous solliciter. Je vous remercie pour votre présence. Vous étiez très nombreux, donc merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à la coopérative. Et puis, donc, j'espère échanger bientôt avec vous, pourquoi pas dans le cadre d'une coopérative ou qui sait aussi dans le cadre d'une journée nationale d'action contre l'illettrisme. Donc, à très bientôt. Merci à tous.